Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. En ce début 2026, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes vœux les plus sincères. Que cette année soit pour vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, une année de santé, de joie, de sérénité et surtout de sursaut pour notre belle France. Bonne et heureuse année 2026 à vous tous qui nous écoutez fidèlement, à notre invité du jour que je salue chaleureusement et bien entendu à notre chroniqueuse Jennifer Desforges à qui je souhaite également une très belle et heureuse année 2026. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, rédacteur en chef de Politique Magazine et écrivain. Avant de commencer l'entretien, nous écoutons notre chroniqueuse Jennifer Desforges. Jennifer, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie. En ces débuts d'année 2026, alors que nous célébrons les 38 ans d'une radio libre et indépendante, qui depuis novembre 1987 porte haut les valeurs de toutes les droites et de tous les talents, il est particulièrement émouvant d'accueillir aujourd'hui un homme qui incarne pleinement l'esprit de cette maison, Richard de Sèze. Richard de Sèze, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà pour ses interventions dans Ligne droite, Restons pour toi et Planche, Case et Bulle, a récemment pris les rênes de la direction de la rédaction de Radio Courtoisie. Une nomination saluée comme un souffle nouveau, un engagement total au service de cette voix libre qui refuse l'uniformité médiatique et défend farouchement le pays réel. Journaliste culturel accompli, Richard de Sèze collabore depuis de longues années avec des revues de référence comme Valeurs actuelles, L'Incorrect, Causeur ou Monde et Vie, où ses analyses sur l'art, la littérature et la société brillent par leur profondeur et leur élégance. Rédacteur en chef de Politique Magazine, il excelle dans l'art de décrypter l'actualité avec une plume à la fois rigoureuse et pleine d'humour. Cet humour si français est si nécessaire pour résister aux absurdités de notre temps. Mais Richard de Sèze est aussi un écrivain talentueux, auteur de plusieurs ouvrages qui marient l'ironie, la tendresse et la réflexion profonde. Qui n'a pas souri en découvrant ces questions essentielles? Le rond de serviette est-il de droite? Ou plus récemment, les belles-mères sont-elles de droite? Publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. Ou encore ces contes délicieusement satiriques que l'on trouve dans En arrivant au paradis, paru aux éditions du Cerf, où il nous invite à rire à travers des travers humains, tout en touchant aux grandes questions spirituelles. Issu d'une famille bordelaise illustre, rappelons que la lignée des De Sèze a donné à l'histoire Raymond de Sèze, l'un des avocats courageux qui défendirent Louis XVI devant la Convention. Richard de Sèze porte en lui cette tradition d'engagement, de loyauté et d'esprit vif. Avant de se consacrer pleinement au journalisme et à l'écriture, il a exercé des responsabilités importantes dans le monde de l'entreprise et de la communication, apportant ainsi une vision stratégique précieuse à notre radio. Aujourd'hui, à la tête de la rédaction, il dirige notamment notre émission phare Ligne droite, cette matinale combative que vous suivez fidèlement chaque jour et qui, sous sa houlette, continue d'offrir un bulletin d'actualité sans concession, des décryptages audacieux et des débats qui réveillent les consciences. Richard de Sèze, c'est l'alliance rare de l'intelligence acérée, de l'humour salvateur et d'un attachement profond à nos racines, à notre civilisation, à cette France éternelle que Radio Courtoisie défend sans relâche. Chers auditeurs, avant de lui laisser la parole pour répondre aux questions de Jean-Étienne Posa, et je sais qu'elles seront nombreuses et passionnantes, permettez-moi de le remercier chaleureusement pour son engagement sans faille. Richard de Sèze, bienvenue dans cette émission et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup, mais évidemment, je suis horriblement gêné d'un portrait, aussi flatteur, voilà, mais il y a qui est à la limite
enfin voilà, par exemple, je n'ai pas exercé des responsabilités si importantes que ça dans l'entreprise. J'étais consultant stratégique, ce qui veut dire qu'en fait, j'étais payé pour donner mon avis, ne pas m'occuper des résultats, ce qui d'ailleurs est très confortable. Mais enfin, voilà, la dernière fois que j'ai dirigé une entreprise, c'était au XXe siècle, donc enfin, peut-être au tout début du XXIe. Vous Mais l'avez fait quand même. voilà, mais voilà, bon, c'est un portrait horriblement flatteur. Je suis évidemment délicieusement flatté et tout aussi confus. Voilà. Eh ben, on remercie encore Jennifer. Donc, Richard de Sèze, merci d'avoir accepté mon invitation. Pourriez-vous nous rappeler brièvement votre parcours journalistique et littéraire et ce qui vous a amené à prendre la direction de la rédaction de Radio Courtoisie? Ben, en fait, en 1992, des camarades, qui étaient pour la plupart d'Action française, avaient monté une revue qui s'appelait Réaction et ils m'ont proposé d'en faire partie. Et c'était une revue trimestrielle qui a duré quelques années. Je crois qu'on a dû sortir 12 ou 13 numéros. Et voilà, ben, comme ils m'ont proposé d'écrire, j'ai commencé à écrire. Et d'ailleurs, on m'a tous dit, tiens, il faut absolument que tu parles de Vilfredo Pareto. Mhm. Et je vous parle, chers auditeurs, d'une époque où il n'y avait pas d'ordinateur personnel. Et donc, pour parler de Vilfredo Pareto, il fallait plonger à la bibliothèque universitaire et se taper de longs passages de bouquins de politique sur le renouvellement des élites. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça et tout de suite aussi à proposer un article de bande dessinée. Et, et peu à peu, en fait, voilà, les gens se sont rendus compte que j'écrivais gratuitement et c'est extrêmement précieux dans le monde militant. Donc voilà, l'écriture gratuite et abondante est une denrée appréciée. Et donc peu à peu, donc on m'a fait écrire à droite et à gauche, surtout à droite. Votre dernier ouvrage de vrai gentleman à propos de quelques Anglais, hein, publié aux éditions Salvator, propose une déconstruction au vitriol du mythe du gentleman britannique, hein, de Churchill à des figures plus obscures. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce réquisitoire contre la perfide Albion et quel accueil avez-vous reçu depuis sa sortie en octobre dernier? Alors, ce qui m'y a poussé, c'est d'une part une espèce de tradition familiale où le fait de ne pas aimer les Anglais, on vous l'apprend en même temps qu'à marcher et à bien se tenir à table. Et ensuite, les Anglais m'énervent d'une manière générale à cause de la manière dont ils traitent la France, bien sûr, depuis Henri V, mais jusqu'à Keir Starmer. Il y a une espèce de haine des Français et une espèce de perfidie anglaise qui fait que les entreprises françaises les inquiètent et qu'ils travaillent en permanence à défaire ce que la France fait. Mhm. Voilà, les relations de nos pêcheurs avec les autorités anglaises, les interactions de nos industriels avec les industriels anglais, tout est une occasion de conflit, toute une occasion de chicane. Il y a une espèce de sport anglais qui consiste à gruger le français et sa bonne foi, qui m'énerve particulièrement. Et voilà, j'ai laissé dormir ça pendant quelques années et j'ai eu l'occasion, voilà, j'avais un peu moins de travail et donc ça m'a permis d'écrire cet essai qui est une série un peu plus de 30 biographies d'anglais méphitiques, ce qui était assez amusant. C'est quand même, soyons francs aussi, le fait d'écrire des choses qui m'amusent est un puissant aiguillon. Donc perfide, Perfide Albion, évidemment. Albion, ça vous parle, hein, Ouais, voilà, particulièrement. tout à fait. Dans justement de vrais gentlemen, vous mettez en lumière une certaine amoralité, hein, derrière le vernis du fair-play anglais. Cela résonne-t-il avec l'actualité géopolitique, comme la capture de Nicolas Maduro par les forces américaines, que certains qualifient, hein, d'opération à l'anglo-saxonne? Et comment analysez-vous cette intervention et la position française entre prise d'acte initiale, donc question de Macron, et critiques ultérieures? Alors, ce qui est très anglo-saxon, c'est la brutalité sans complexe de la chose. Voilà. Donc D'accord. ça, c'est plus anglo-saxon qu'anglais. Les Anglais, quand ils commettent des vilainies, essayent de les enrober, plus ou moins. Là, il y a l'avantage de l'anglo-saxon, et donc du saxon initialement, c'est l'affirmation de la force, la revendication de son intérêt propre. Et
donc je peux pas dire que ce soit aimable, mais ça a le mérite d'une franchise. Voilà, c'est absolument dénué d'hypocrisie, puisque même Donald Trump commence par expliquer que c'est bien sûr pour sauver les Américains des ravages de la drogue. Alors, mais ça ne tient même pas une demi-journée. Il explique rapidement que c'est le pétrole vénézuélien qui l'intéresse, et d'autant que tout le monde lui fait remarquer qu'il aurait aussi bien pu, à ce compte-là, enlever Xi Jinping qui arrose les États-Unis de fentanyl, ou plutôt s'attaquer à la Colombie qui produit la cocaïne plutôt qu'au Venezuela, qui est une plateforme logistique. Et donc, mais voilà, donc il a laissé tomber, et dans la foulée, il a expliqué qu'il aimerait bien aussi bouffer le Groenland, où il n'y a pas trop de problèmes de drogue, en expliquant que parce qu'il y a 4 phoques avec une balise russe et 3 chalutiers, donc on est incapable de défendre le Groenland, comme si voilà, il y avait 4 millions de soldats russes qui étaient prêts à déferler sur les États-Unis en traversant à pied le Canada. C'est une force brutale, c'est l'affirmation d'une puissance. C'est intéressant dans la manière où on voit bien que ce droit international n'a jamais été en fait que le droit des puissances. Ce qu'on appelle l'ordre international n'est jamais que le droit des plus forts sur les plus faibles, et la manière dont il l'emballe effectivement dans des considérations très vertueuses, qu'ils sont les premiers d'ailleurs à jeter au panier. Il n'y a qu'à voir le principe des frappes chirurgicales américaines, ce qui s'est passé au cœur de l'Europe avec le Kosovo. Voilà, donc tout ça on le sait. La réaction française était à la fois intéressante et évidemment navrante. Elle était intéressante parce que le fait que Emmanuel Macron reconnaisse que l'état de fait, et donc n'essaye pas de se payer de mots pour une fois en expliquant qu'on allait résister à tout prix, donc c'était plutôt bien. Et évidemment, il a été rattrapé par la patrouille morale qui lui a fait remarquer que c'était un peu compliqué de reconnaître l'état de fait d'une superpuissance et de ne pas vouloir reconnaître les états de fait des autres superpuissances. Donc là aussi, il y a toujours ce pas de deux des atlantistes qui sont prêts à excuser chez l'oncle Sam ce qu'ils condamnent vigoureusement chez les autres, et inversement, qui sont toujours prêts à donner des leçons de démocratie, de vertu au reste du monde, tout en ne la pratiquant pas eux-mêmes, mais parce que le vrai grand principe des élites mondiales, c'est nous, c'est pas pareil. Voilà. Et donc là, on a eu droit au début à quelque chose d'intéressant parce que c'était de la réelle politique, et après on a eu droit au jérémiade habituel sur l'ordre international, comme si la France était capable de faire quoi que ce soit. Comme le faisait remarquer un internaute, Paris est paralysé avec 3 cm de neige, donc on nous imagine bien au Groenland en train de résister avec les bases de l'OTAN gouvernées et contrôlées par les États-Unis à une attaque américaine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'hésitez pas à vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Richard de Sèze, le budget 2026 reste en suspens, avec des débats repris à l'Assemblée nationale cette semaine, Or et les filles et RN, et un gouvernement le corps nu qui joue sa survie. Cette exclusion des extrêmes renforce-t-elle ou affaiblit-elle la légitimité parlementaire dans un contexte où Macron appelle à un compromis rapide ? En fait, par principe, d'un côté, nous parler d'intérêt national et d'union, et de l'autre côté, expliquer que cette union se fait sans les gens qu'on exclut soi-même, voilà, ça fait partie de ces contradictions, ça fait partie de ces paradoxes qui vident évidemment la parole macronienne ou celle de Lecornu de toute substance. Le budget est présenté comme une espèce de Graal, et une fois que la France aurait eu son budget, l'ensemble des difficultés de la société française, des fractures, pour parler comme un élève de Sciences Po, seraient mystérieusement résorbées et comblées. Et non, en fait, on aura un budget parce qu'il faut bien avoir un budget. De toute façon, c'est un budget qui est purement formel. Aucun budget n'est sincère depuis plusieurs dizaines d'années. Tout ce que votent les parlementaires, c'est en fait une prétendue autorisation de contrôle des finances qui sont en fait immédiatement déréglées et qui ne sont jamais contrôlées pour qu'on aboutisse à un déficit toujours croissant. Donc,
de prétendre que c'est l'alpha et l'oméga de la politique française que d'accoucher d'une loi de finances qui, une fois de plus, est insincère et donc mensongère, et clairement mensongère et mensongère au fait et au su de tout le monde, voilà, je ne vois pas bien l'intérêt de la chose, et donc ça ne renforce absolument pas la légitimité parlementaire. C'est au contraire, voilà, on a le spectacle de parlementaires qui s'accrochent sur des points de règlement et nous expliquent avec des trémolos dans la voix qu'ils ont travaillé tard dans la nuit. En fait, tout le monde s'en fiche, les Français les premiers. On en parlait ce matin, on en parlait ces jours-ci sur Ligne droite. Il y a une... comment dire, les Français sont extrêmement défiants, sont persuadés que la France va continuer à s'enfoncer dans les déficits, et ils ont donc ces parlementaires qui expliquent que le budget va sauver la France, alors que pas plus que tous ceux qui les ont précédés. Et il y avait un chiffre qui était cité qui m'a intéressé. Il y a 69 000 défaillances d'entreprises en 2025. On n'en a jamais eu autant. Et donc, alors que le président de la République est en train de nous expliquer que le pays ne s'est jamais aussi bien porté. Donc voilà, donc les Français ne sont pas idiots. Voilà, ils sont capables de regarder ce que dit d'un côté Emmanuel Macron et ce que les journaux, même les plus complaisants avec le régime, sont capables de sortir comme chiffre. Alors, pas tout est. Les agriculteurs poursuivent leur mobilisation, marquée par des incidents graves comme Auch, où des policiers ont mis en joue un tracteur. Comment interprétez-vous cette escalade entre forces de l'ordre et monde rural, et le gouvernement parvient-il à répondre à leur colère, notamment sur la dermatose nodulaire ou le Mercosur? Alors, le gouvernement n'a évidemment pas répondu à la colère des agriculteurs. Il a fini par céder sur notamment la vaccination. On en parlait il y a quelques semaines. On nous expliquait qu'il était hors de question qu'on vaccine massivement. Finalement, on peut vacciner massivement. Et comme d'habitude, le gouvernement commence par adopter une position réglementaire, administrative, prétendument experte, généralement fondée sur des protocoles anciens. Et quand on commence à contester, ils expliquent que ceux qui contestent n'y connaissent rien, comme si un éleveur qui a fait des études, puisque voilà, ceux qui ont l'impression que les agriculteurs naissent dans les choux avec un peu de fumier sur les pattes, évidemment, ont tort. Voilà, ce sont des gens cultivés qui font des études de gestion, qui font des études d'agronomie. Et donc, quand ils sont éleveurs, ils savent ce que c'est qu'un troupeau, ils savent ce que c'est qu'une maladie, ils savent ce que c'est qu'une épidémie. Et donc, quand ils proposent d'autres solutions, brusquement, l'État ne voit plus qu'une chose, c'est le fait que le peuple se rebelle. Donc il n'essaie pas de discuter avec des gens dont le savoir est évident et dont d'ailleurs dont la pratique est sans doute meilleure que celle des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Non, il voit que le peuple résiste. Et ça, c'est quelque chose que l'État républicain est incapable de supporter. Et de plus en plus, et on l'a vu avec Emmanuel Macron et cet épisode terrible des Gilets jaunes où les gens se sont retrouvés sans bras et sans yeux et parfois sans vie et sans emploi grâce à Macron. Quand je dis sans vie, je ne veux pas dire qu'il les a tués, je veux juste dire qu'il leur a arraché leur vie. Et on est toujours surpris de cette espèce de violence qui se déchaîne à l'encontre des gens normaux qui manifestent, et ce qui est un droit, et ce qui est une liberté. Et le déploiement ahurissant pour aller oxyre des centaines de vaches, ou le fait que des policiers soient crus autorisés à braquer un type en train de conduire un tracteur alors qu'ils sont incapables de rentrer dans les cités pour braquer les braqueurs et les dealers, est un spectacle lamentable. Et les statistiques récentes confirment que l'immigration algérienne reste dominée par les motifs familiaux, loin devant le travail. Dans un contexte de tension migratoire, quelles réformes concrètes préconisez-vous pour 2026 afin de reprendre le contrôle de nos flux? Alors, il y a plusieurs choses qui ne sont pas de l'ordre des grandes réformes. Et l'idée n'est pas de pondre une nouvelle loi, mais simplement d'abord de faire appliquer celles qui existent. Par exemple, on accorde énormément de visas. On arrête de les accorder. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Voilà, il suffit de ne pas accorder les visas. D'ailleurs, l'Algérie le fait très bien. Ça leur paraît compliqué. Ça leur paraît compliqué. Alors, le fait que c'est d'une simplicité lacédémonienne, voilà, il n'y a même pas besoin de prendre une loi. Il suffit de dire non. En fait, voilà, les préfets ont le droit de ne pas accorder de visa. Ça y est, c'est réglé. Alors, je préconise d'ailleurs d'attendre que tous les gens soient repartis pour le bled pour les vacances et de supprimer les visas de retour. Voilà, ce qui permettra déjà d'en avoir remigré certains à leurs frais, ce qui me paraît une bonne idée. On peut aussi, c'était une proposition de Charles-Henri Gallois à cette antenne, geler les avoirs des dirigeants algériens en France.
Voilà, là aussi, ça les encouragera sans doute à verrouiller un peu leur flux migratoire. Monsieur Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, avait proposé d'appliquer au consulat algérien en France le sort qu'on applique au consulat français en Algérie, c'est-à-dire interdiction de sortir sans en avoir déjà demandé l'autorisation au pays. Donc autrement dit, on peut se contenter de faire parfaitement légalement, de rendre la vie des Algériens en France plus compliquée et la vie du gouvernement algérien plus compliquée. Ça sert, on peut aussi lancer de grandes réformes. Je préconise les petites mesures simples. Voilà. Oui, qui sont souvent les plus... Qui sont, une fois plus, il n'y a pas de débat. Voilà. Et puis, si en plus on pouvait couper les subventions, absolument, il y a plus de 500 millions d'euros qui sont donnés aux associations qui favorisent l'immigration. Voilà, si on pouvait en plus leur couper les vivres, ça me paraîtrait pas mal. Ça serait pas mal, effectivement. Les élections municipales de mars 2026 approchent avec un scrutin inédit à Paris et des alliances en gestation. Quels enjeux majeurs voyez-vous pour la droite et les forces patriotiques dans ces scrutins locaux, prélude à 2027 ? Alors, tout le monde nous dit, voilà, c'est un test. Alors, en même temps, on sent bien que les conditions locales de reproduction d'un maire et de ses équipes ne sont pas du tout les conditions d'élection nationale. Donc, si le Rassemblement national réussit à attraper 3-4 villes d'importance moyenne, il considérera que c'est une victoire. Et c'est vrai que de plus en plus de scrutins locaux sont en fait considérés uniquement avec ce système des partis débiles qu'on a en France, comme des tests nationaux. En plus, on n'a plus le droit de panacher les listes. Tout est fait en fait pour que ce soit le système partisan qui soit mis en œuvre et non pas l'intérêt local, ce qui est typique d'un régime qui ne voit à chaque fois que l'intérêt des partis et pas l'intérêt du pays. On est partagé sur évidemment la volonté que Bayrou se fasse jeter en étant en même temps à peu près lucide sur l'échange de son opposant RN. Il y a des maires RN qui méritent évidemment d'être élus parce qu'ils font un excellent travail. Moi, pas ma volonté, mais mon secret désir, ce serait surtout qu'il y ait enfin cette union des droites sur le terrain et que, puisque les Français sont de moins en moins prêts à faire barrage contre le RN, ce sont les sondages qui le disent, on va bien voir quelle sera la mobilisation réelle des Français et des Français de droite par rapport aux Français de gauche, et qui seraient prêts à faire un barrage contre LFI. Voilà, je serais curieux de voir si vraiment le barrage contre LFI va fonctionner et si les droites sont capables de s'unir localement. Par rapport à vos chroniques presse qui dénoncent souvent l'inefficacité macronienne, que ce soit sur l'économie, la sécurité ou l'industrie, face aux crises multiples de ce début 2026, quelles alternatives défendez-vous pour redresser durablement la France ? Il y a peu de... Il faudrait diminuer le poids de l'État, il faudrait réformer l'État. Enfin, ce ne sont pas des alternatives, ou alors l'alternative radicale, ce serait évidemment le changement de régime. C'est-à-dire, j'ai dénoncé là, juste avant, le régime des partis. On est installé dans une république qui se prétend démocratique et qui explique que la plus parfaite expression de la démocratie, c'est d'organiser des systèmes partisans donc qui se battent en permanence entre eux pour conquérir le pouvoir et qui ne savent jamais l'exercer. Donc si jamais on passait sur un régime où en fait les gens qui sont appelés au pouvoir n'ont pas besoin de se battre comme des chiens tous les 5 ans ou tous les 6 ans ou tous les 4 ans suivant le type d'élection, mais au contraire sont installés dans une durée raisonnable qui est celle d'une vie d'homme. Voilà, je trouverais que ce serait la réforme radicale dont a besoin le pays. En attendant, voilà, si on peut se contenter d'éviter de dépenser à tort et à travers avec des trucs comme l'Agence française du développement ou des choses aussi intelligentes que l'audiovisuel public avec le très bon travail que Charles Lalonde est en train de faire, ce serait pas mal. Mais là aussi, soit on change de régime, soit on se contente d'économiser, de virer ce qui coûte, et pas la demi-mesurette qui est très bien, d'expliquer que les anciens ministres n'auront plus droit à des voitures de fonction. Parfait, très bien, mais voilà, on peut aussi économiser quelques centaines de milliards en évitant de verser des prestations sociales à des gens qui n'y ont pas droit ou qui ne devraient pas y avoir droit.
Il nous reste malheureusement 2 minutes. Revenons à de vrais gentlemen, Richard de Sèze, en démasquant la bassesse derrière l'élégance britannique. Vous utilisez l'humour, hein, ça je crois qu'on l'a compris, comme arme de résistance, comme dans vos ouvrages précédents, hein. Et en cette période de crise et de dérive du pouvoir, quel rôle accordez-vous à la satire et à la culture pour préserver notre identité française? Alors, il faut effectivement, et vous avez raison de le rappeler, dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que, voilà, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge comme le bas Moyen-Âge, le fait de se moquer des puissants est une tradition bien ancrée dans le monde romain, en Gaule et vraisemblablement du côté de Nabuchodonosor et des empires chinois. Voilà, parce que c'est normal en fait que le petit se rebelle contre le grand, que le pauvre moque le riche. Donc voilà, il y a là quelque chose de tout à fait salutaire et de salubre et qui d'ailleurs est combattu par l'État qui fait semblant de prendre très au sérieux la moindre des pitreries en expliquant que c'est la République, la démocratie et la sainte personne d'Emmanuel et Brigitte Macron qui est attaquée. Donc n'hésitez jamais à être narquois et à être sarcastique. De toute façon, c'est ces petits coups de griffe libèrent la rate, fluidifient le sang, mettent à l'aise le cerveau. Donc voilà, l'humour a cette fonction personnelle et sociale d'alléger le fardeau. Donc je crois fermement aux vertus de l'humour en temps de crise. Voilà. Mais après ça, voilà, ça ne fait pas un parti politique. Mais si ça ne fait rien, au moins ça soulage. Tout à fait. Eh bien, écoutez, Richard de Sèze, ce sera le mot de la fin. C'est passé très vite, hein. Je rappelle à nos chers auditeurs que vous êtes donc directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, rédacteur en chef de Politique Magazine et écrivain. J'en profite pour rappeler que votre dernier livre de vrais gentlemen à propos de quelques Anglais est sorti en octobre 2025. On l'a déjà réimprimé. Vous l'avez déjà réimprimé aux éditions Salvator. Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez retrouver Richard de Sèze dans la matinale Ligne Droite, dans Restons Courtois et dans Planches, Cases et Bulles sur notre antenne. Cher Richard de Sèze, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous adresse une nouvelle fois tous mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2026, qu'elle soit empreinte de sérénité, de prospérité et de joie profonde. Au revoir et à mercredi prochain.